Bon, vous l'aurez compris, aujourd'hui j'ai sorti la chemise. C'est du sérieux. Bon, j'en ai déjà parlé pas mal sur cette chaîne, mais la nutrition, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Parce que pour moi, bien manger, c'est le premier pas vers la bonne santé. Mais ça veut dire quoi, bien manger? Eh ben, il y a quelques mois, j'avais dit ça. Donc moi, je vais me permettre de modifier ce slogan en « ne mange pas de produits trop transformés ». Ce qui, je pense, est vrai. Se faire à manger soi-même, c'est l'assurance de travailler les produits bruts et donc d'éviter de mettre des cochonneries dans son assiette. Pour autant, si je mange des margaritas maison matin, midi et soir, je suis pas sûr que mon corps y reçoive tous les éléments essentiels dont il a besoin pour bien fonctionner. C'est pour ça qu'on entend souvent qu'il faut avoir une alimentation variée et équilibrée. Mais variée et équilibrée en quoi ? Et en plus de ça, je sais pas si vous avez remarqué, mais dernièrement je fais un peu de sport et bon, ça arrive que mon corps il assume pas toujours mes ambitions. Ah, il crampe. Ah. Pourquoi je crampe après 2 heures de sport? Je ne comprends pas. Et donc j'ai essayé de comprendre pourquoi, et notamment via le prisme de la nutrition. Sauf que je me suis vite rendu compte que j'étais un peu perdu. Glucides, lipides, protéines, calories, acides aminés. En fait, c'est des mots dont on parle tous les jours, mais que j'arrive pas vraiment à associer à telle ou telle propriété. Et en plus, ça m'indique pas ce que je dois concrètement mettre dans mon assiette. Et comme je me suis dit que j'étais potentiellement pas le seul, je me suis dit que j'allais faire quelques recherches, vous les partager et faire un petit cas pratique sur mon cas personnel. Avant de parler de tout ça, ça va de soi, mais je ne suis pas un professionnel. Je sais, le tablier, la chemise, ça me donne une grande force de persuasion et un charisme incroyable. Pour autant, je reste un être faillible. Je peux être amené à dire des bêtises. Et donc si c'est le cas, je vous invite à préciser ou à corriger mes propos, tout en sachant que dans tous les cas, la nutrition est un sujet à débat. On est tous uniques, chacun a sa propre chimie interne, et donc ce qui est valable pour Kevin n'est pas forcément valable pour Vanessa. Donc, mon petit disclaimer est fait, on peut passer à la suite. On peut commencer par parler des macronutriments. C'est tout simplement les éléments majoritaires qu'on retrouve dans notre alimentation et qui nous donnent notre énergie. On les différencie des micronutriments qui eux donnent pas d'énergie et qui sont en bien plus faible quantité. Macro, micro, vous avez compris. On distingue les macronutriments en 3 catégories. La première, c'est les glucides. Les glucides, c'est le carburant principal de l'organisme. Ils sont transformés en glucose et ils sont ensuite utilisés par nos cellules pour produire l'énergie dont le corps a besoin pour fonctionner. On les sépare en 2 catégories. Déjà, on a les sucres simples qu'on peut retrouver dans le sucre de table ou les fruits par exemple. C'est des glucides qui donnent une énergie immédiate mais de courte durée. C'est ce qu'on appelle, j'imagine, les sucres rapides. À l'opposé, on a les sucres dits lents ou les glucides complexes qui, eux, sont assimilés plus lentement. On les retrouve dans les céréales complètes, l'amidon qu'il y a dans les patates ou encore les légumineuses. Ils ont une structure chimique plus complexe qui permet de garder de l'énergie plus longtemps et de manière plus stable. Le sucre est un poison, il faut le bannir de notre alimentation. Alors oui, aujourd'hui, le sucre il est diabolisé et pour cause, on en trouve partout. Pour autant, on en a besoin du sucre. Le cerveau, les muscles, ils en ont besoin pour fonctionner. Tout est une question de dose et de qualité. Il faut privilégier la consommation de glucides complexes qui vont permettre de lisser la glycémie et notre niveau d'énergie tout au long de la journée. A l'inverse, il faut éviter la consommation excessive de sucre simple. Comme ça. Il faut surtout éviter en dehors des repas parce que c'est ce qui va créer des pics de glycémie et donc des déséquilibres. Je le vois très bien, quand je mange un bol de ça le matin avec du lait, sur le moment ça va très bien, par contre 2 heures plus tard j'ai faim et j'ai envie de dormir. Limite j'ai moins de problèmes quand je prends pas de petit-déj. Par contre c'est dans le sport que les glucides simples peuvent être intéressants, mais ça je reviendrai dessus un peu plus tard. Après les glucides, on a les protéines. Les protéines, c'est des molécules qui sont créées à base de chaînes d'acides aminés. Les acides aminés, il y en a 20, dont 8 qui sont considérés comme essentiels parce que notre corps n'est pas capable de les créer. Donc il faut absolument les apporter via l'alimentation. Les protéines, elles jouent un rôle clé dans la réparation et la construction de nos os, nos muscles et nos tissus. C'est pour ça qu'on en entend autant parler dans les sports de force. En fait, à l'entraînement, on va pousser très fort, on va déchirer des fibres musculaires, donc on va avoir des courbatures, et la protéine, elle va aider à réparer ça et même à créer des fibres musculaires encore plus costaudes, pour avoir encore plus de gros muscles. Vive la viande, c'est grâce à ça que je continue à prendre des bras. Alors oui, les protéines animales, elles sont très riches en protéines. Mais les protéines végétales sont tout aussi qualitatives. En fait, les deux sont même complémentaires parce qu'elles apportent pas les mêmes acides aminés et donc pas les mêmes combinaisons. Mais bon, si on doit faire attention à avoir tous les acides aminés dans son assiette, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc en fait, le mieux, c'est de manger varié, comme ça on est sûr d'avoir un peu de tout et de manquer de rien. Donc ça veut dire qu'en mangeant que de la viande rouge à tous les repas, on n'a pas toutes les protéines nécessaires.
Et la dernière catégorie de macronutriments, c'est les lipides. Les lipides, c'est la deuxième source d'énergie de notre corps, même s'ils sont un peu plus longs à assimiler. Pour autant, ils peuvent être stockés, notamment dans le tissu adipeux, la graisse quoi. Dans l'alimentation, les lipides ils sont hyper importants parce qu'ils permettent l'assimilation des vitamines liposolubles. Lipo, la graisse, soluble qui se dissout, liposoluble qui se dissout dans la graisse. Donc sans lipides, ces vitamines elles peuvent pas être assimilées. Et une vitamine non assimilée, je vous laisse imaginer où elle va. On a plusieurs types de lipides ou d'acides gras. D'un côté, les acides gras saturés, qu'on retrouve dans le fromage ou la charcuterie. Ça, il faut en consommer avec modération. Et on a les acides gras insaturés, ce qu'on appelle aussi les bonnes graisses. Ça, on le retrouve dans certaines huiles végétales, l'avocat, les noix, le poisson gras. Et comme c'est le cas pour les protéines, on a aussi des acides gras essentiels, c'est-à-dire ceux que le corps ne peut pas synthétiser tout seul. C'est là-dedans qu'on retrouve notamment les oméga 3 et les oméga 6, dont on entend beaucoup parler dans les pubs. Saint-Hubert oméga 3, le choix du cœur. Je vais pas rentrer dans les détails ici parce que ça devient un peu compliqué, mais en gros ce qu'il faut retenir c'est que notre corps il est trop balèze. En gros, tu lui donnes quelque chose en entrée et lui, il va s'occuper de le dissocier et de le tordre dans tous les sens pour essayer de combler tous les trous qu'il y a dans l'alimentation. Pour autant, notre système digestif, c'est pas Superman. Il y a certaines choses, si on lui donne pas, il peut pas les créer. Et c'est à ce moment-là qu'on crée les carences. Le gras, c'est la vie, mais le gras, c'est aussi le mal. Que faire ? En fait, j'en ai déjà parlé, mais il faut différencier les bonnes graisses des mauvaises graisses. Pour faire vraiment au plus simple, les bonnes graisses, c'est les acides gras insaturés. Les moins bons, c'est les acides gras saturés. C'est ce qu'on voit en général beaucoup sur les paquets de produits sucrés. Et ceux qu'il faut absolument éviter, c'est les acides gras transsaturés, qui eux viennent de l'industrie et sont pas bons du tout. Si vous en avez jamais entendu parler, c'est normal, c'est parce que les fabricants en Europe, ils sont pas obligés de l'indiquer sur leurs produits. Bon, et après les macronutriments, on a les micronutriments, c'est bien, ça suit. Bah là, contrairement aux macronutriments, les micros, c'est tous ceux qui ne donnent pas d'énergie. Pour autant, et malgré leur petite taille, ils sont absolument indispensables pour la régulation, la protection et l'entretien de notre environnement corporel. Cette fois-ci, on les divise en 3 grandes catégories, les vitamines, les minéraux et les oligo-éléments. Les vitamines, c'est un peu des chefs d'orchestre, elles contribuent à plein de réactions chimiques dans le corps. On a les vitamines liposolubles, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. L'avantage, c'est que du coup, elles peuvent être aussi stockées dans les graisses. Et on a aussi les vitamines hydrosolubles, qui elles se dissolvent dans l'eau et qui pour le coup ne peuvent pas être stockées. Donc il faut en faire des apports réguliers. Est-ce que je suis le seul qui pensait que il y avait autant de vitamines que de lettres dans l'alphabet? Pourquoi B1, B2, B6, B12 et pas V, W, R, K? K, ça existe. Après les vitamines, on a les minéraux. C'est des éléments non organiques qu'on retrouve dans la plupart des aliments. Ils ont un rôle structurel et fonctionnel. Donc par exemple, on a le calcium qui va servir pour les os, le magnésium qui sert pour les muscles, et le sodium et le potassium qui vont servir pour la régulation hydrique et la contraction musculaire. Et enfin, on a les oligo-éléments. Alors là, j'ai eu un peu plus de mal à comprendre vraiment à quoi ils servaient. Du coup, je suis allé poser une petite question rapide à mon copain ChatGPT qui m'a dit que les oligo-éléments, c'est un peu les ninjas de la nutrition. Ninja! Ils agissent en toute petite quantité, mais leur absence peut créer de gros dégâts. Ninja! 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 Avec comme exemple que le fer, il sert au transport de l'oxygène dans le sang, le zinc, ça sert à l'immunité et la cicatrisation, et l'iode au fonctionnement de la thyroïde. S'ils sont en si petite quantité, comment savoir si on a des carences? C'est vrai qu'avec tout ce qu'on a vu, on se rend compte qu'avec une mauvaise alimentation, on peut vite manquer de certains éléments essentiels et donc impacter notre santé. Pour autant, notre environnement proche joue aussi un rôle. Par exemple, on sait que le manque de soleil en hiver peut amener à des carences en vitamine D. Ou encore que chez les femmes, les carences en fer peuvent être plus fréquentes à cause des pertes menstruelles. Donc pour faire le point et en apprendre un peu plus sur son corps, parce qu'encore une fois on est tous uniques, on peut se faire prescrire une prise de sang par son médecin traitant, l'envoyer en labo et en retour on aura un bilan avec nos constantes. Et en fonction du résultat, le médecin il pourra prescrire des compléments ou une supplémentation pour contrebalancer une potentielle carence. Bon, et maintenant qu'on a tous les mêmes bases, je peux revenir à ma question initiale. Comment est-ce qu'on peut associer la nutrition à une activité sportive? Et notamment dans mon cas, comment est-ce que ça peut m'aider à mieux préparer mes marathons? À la base, vous l'aurez compris, c'est de manger de tout. De manger équilibré, de manger varié, pour multiplier les apports et être sûr de manquer de rien. Mais c'est pas tout. Activité particulière peut nécessiter un régime particulier. Par exemple, dans le cas de l'EcoTrail, la semaine avant, j'ai suivi un régime que j'ai trouvé dans un magazine spécialisé. C'est une pratique assez courante où dans la semaine avant une course, on diminue d'abord la quantité de glucides pour créer un manque
et ensuite on réinjecte beaucoup de glucides juste avant la course pour avoir une sorte de surcharge glucidique et avoir plein de sucre qui va venir se stocker dans les muscles. Une énergie dont on aura besoin pour le jour de course. Mais même ces réserves-là, elles sont pas infinies. Et donc sur une course longue comme un marathon ou un ultra trail, on a besoin de suppléments en plus. Et notamment de glucides simples. Des glucides qu'on va retrouver dans des gels. Donc ça sert un peu à éponger nos dépenses d'énergie pour pas tomber à plat pendant la course. Pour donner un ordre de grandeur, sur marathon, on estime qu'il faut entre 30 et 60 grammes de glucides par heure. Ça fait quasiment 2 gels. Là où pour une course plus longue ou pour des athlètes entraînés, on peut monter jusqu'à 120 grammes de glucides par heure. Les gels, ils sont aussi pleins de minéraux et d'oligo-éléments. Ce qui permet de réguler la chimie interne du corps qui est mise sous stress fortement pendant une course longue comme le marathon. Et après, chaque recette est différente. Moi, j'ai choisi les Baou. Je les ai choisis parce qu'ils sont... déjà, ils ont bon goût, ce qui n'est pas le cas de tous les gels. Et le packaging est très pratique, parce que même si je le finis pas d'un seul coup, je peux le remettre dans ma sacoche et j'en mets pas tout partout. Ça donne des conseils de nutrition, mais ça s'arrête pour dans un buisson à chaque sortie. Oui, voilà. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo avant le départ. Ninja. Faut vraiment que je trouve un travail.